16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors la vie, c'est fait de joie, de souffrance. Et c'est souvent les souffrances, beaucoup plus que les joies, c'est les souffrances, les événements difficiles qui nous font grandir, à condition toutefois qu'on accepte de s'en sortir. Et puis malheureusement aujourd'hui nous sommes dans une société victimaire qui nous encourage trop souvent à nous poser en victime, je dirais même à rester une victime. Alors je vous propose avec mon invité Jean-Charles Bouchou de faire de nos souffrances une énergie d'éveil. Alors il va bien sûr nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant et puis il va nous dire aussi comment on peut faire. Donc si vous êtes un peu très en colère, si vous avez envie de vous venger parce qu'on vous a fait du mal, si vous n'arrivez pas à sortir d'un traumatisme, si vous êtes dans la souffrance depuis déjà longtemps, eh bien je vous propose de venir témoigner, d'évoquer avec nous ce que vous ressentez et puis on va essayer d'en faire quelque chose de positif. On vous attend donc, quelle que soit votre histoire difficile. Et notre numéro bien sûr c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors c'est une idée à vous ce sujet, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vrai, vous êtes d'accord, on est dans une société où il vaut mieux être victime si on a envie d'exister. Oui, c'est possible. C'est important aussi de reconnaître qu'on a été victime, parce que vous savez, il y a aussi des personnes qui sont dans le déni des problèmes qu'ils vivent et qui subissent la violence d'autres personnes, qu'elles soient physiques ou psychiques, et qui disent oui mais la pauvre elle souffre, et qui n'acceptent pas d'entrer dans le statut de victime. C'est important à un moment donné de s'apercevoir qu'on est victime. Mais une fois qu'on s'est aperçu qu'on est victime, on ne l'est plus. Parce qu'en fin de compte, on est victime tant qu'on n'a pas compris ce qui nous arrive, tant qu'on n'a pas accepté de voir les choses en face. Alors, on ne l'est plus, on devrait ne plus l'être, mais il y a des personnes qui restent dans cet état de victime, c'est ce que... Oui, parce que, d'ailleurs, j'ai fait un lapsus, je ne sais pas si vous l'avez entendu à l'antenne, j'ai dit le mot statut, c'est vrai, vous avez raison, il y a pour certaines personnes, être victime est un statut. Et on voit dans des groupes de parole, des personnes qui viennent, qui profitent du groupe de parole pour se rétablir, puis qui au bout de quelques semaines, quelques mois, disent au revoir, ce qui est très bien, et c'est une bonne nouvelle. Mais vous avez des personnes qui s'installent, et pendant des années et ils vont vous parler du bourreau ou de la personne qui leur a fait du mal il y a tellement longtemps. Ouais, à un moment donné, ça vaut le coup aussi de passer à autre chose, et j'aimerais bien qu'on s'interroge à ce sujet. Bien sûr, on va s'interroger avec ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Alors, l'énergie d'éveil, c'était votre idée. Qu'est-ce que vous appelez l'énergie d'éveil ? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont effondrées parce que vous savez, à l'origine, ce qui m'avait fait connaître, c'était ce fameux livre, Les pervers narcissiques. J'ai rencontré énormément de monde à ce sujet. Beaucoup se sont effondrés, certains se relevaient et certains disent j'en suis ressorti grandi. Alors ils disent ça des années après. Oui, et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quels sont les mécanismes qui permettent de s'en sortir, ça c'est déjà pas mal. Et ensuite, est-ce qu'on pourrait utiliser effectivement cette souffrance et cette colère comme tremplin, pour transformer cette énergie sur un chemin, on va dire spirituel par exemple? Alors, les mécanismes qui permettent de s'en sortir, c'est quoi ? C'est déjà une... Sortir du déni, c'est la première chose à faire. Sortir du déni, conscience réelle, désidéalisation de soi et de l'autre. Parce que très souvent, vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que les mécanismes du pervers narcissique et les mécanismes de sa victime sont souvent comme le positif et le négatif d'une même photo. C'est une image que nous proposait Freud. Ils sont inverses et pourtant montrent la même chose. Comme le sado et le maso, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Enfin, oui. Et donc, à un moment donné, les mécanismes de défense se ressemblent énormément. Et on trouve notamment le déni. Vous allez avoir chez le pervers le déni de la souffrance qu'il fait subir à l'autre. Et vous allez avoir chez la victime le déni de la responsabilité du pervers. C'est-à-dire qu'ils vont dire la pauvre, il souffre, ou il a souffert dans son enfance, ou on le comprend. Et en fait, ils essaient de le réparer. Il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance aussi chez la victime qui aimerait bien sauver son bourreau. Alors la toute-puissance, c'est un terme que évidemment je comprends très très bien, mais qui est peut-être encore assez difficile à entendre pour tout le monde, parce que si on n'a pas fait un peu de psychanalyse, la toute-puissance c'est un terme compliqué. Vous pourriez le développer ? C'est le sentiment d'avoir quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de soi qui va permettre, par exemple, dans le cas que je citais tout à l'heure, de soigner l'autre, ou grâce à moi il va aller bien. Et à un moment donné, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous ne possédons pas cet objet magique, et que si l'autre veut aller mieux, c'est à lui de travailler. C'est pas à nous à sauver les autres. On pourrait dire que l'inverse de la toute-puissance, c'est de reconnaître son impuissance. Oui, alors ce qui est surprenant, c'est que quand on arrive à sortir de son fantasme, pour le coup, de toute puissance, on a
pleinement accès à sa vraie puissance. Parce que ça, sortir de sa toute puissance ne veut pas dire qu'on n'a pas une belle puissance à l'intérieur de soi qui va nous permettre de faire des belles choses. Hein. Donc le contraire de la toute puissance n'est pas l'impuissance, au contraire presque au contraire. D'accord. Il faut sortir du fantasme de toute puissance pour rencontrer sa puissance. En tout cas, c'est en reconnaissant qu'on n'a pas le pouvoir de faire ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire de changer l'autre, ou de refaire quelque chose pour que l'accident n'arrive pas. Hein. On entend ça aussi. La culpabilisation à l'extrême, c'est aussi une sorte de toute puissance. Si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais fait autrement, ça serait passé différemment. Voilà, mais on ne savait pas à l'époque. Donc c'est cette reconnaissance de la réalité, exactement. Tout simplement. Sortir du déni, sortir de la toute-puissance, sortir de l'idéal, parce que je suis pas la personne parfaite, semble-t-il. Et l'autre n'est pas parfait, et à partir de ces imperfections, qu'est-ce que nous pourrions construire ensemble? Ça, c'est un beau projet de vie. Mais quand on cherche à être le sauveur de l'autre, et quand l'autre cherche à nous faire croire à une image qui n'existe pas en réalité de personnalité parfaite, on est dans le narcissisme, on est pas loin de la folie quand même. Hein. Alors là, vous parlez évidemment des souffrances quand on a vécu avec quelqu'un de pervers, un manipulateur toxique. Est-ce que on peut pas aussi en faire une énergie d'éveil lorsqu'on a eu par exemple un grand accident et qu'on en ressort un peu apparemment amoindri, abîmé, et utiliser ces expériences de vie qui sont douloureuses plutôt que pour, comme vous disiez tout à l'heure, embrasser le statut de victime, s'en servir pour aller sur un chemin spirituel. Et il y a effectivement des techniques que j'avais exprimées d'ailleurs à une époque dans mon livre Transformer souffrance et colère en une énergie d'éveil, qui était paru chez Dervy. C'est une façon d'aborder les choses qui va nous permettre effectivement de grandir, de faire partie de ces gens qui disent moi j'en suis ressorti grandi. C'est ça, et on entend certaines personnes qui ont su justement en faire une énergie d'éveil. Alors il y a aussi peut-être la nécessité de comprendre que ça prend un peu de temps, quoi. C'est pas comme vous l'avez dit. Pour une fois, le temps est votre allié quand vous êtes dans la souffrance, parce que rien n'est permanent. C'est une des choses que l'on peut comprendre aussi au travers de nos souffrances. Tout est impermanent. Tout est impermanent dans ce monde. Et donc, avec le temps, oui, vous allez oublier, vous allez passer à autre chose, et une nouvelle énergie va vous habiter, vous allez pouvoir en ressortir. Même si pendant un moment, c'est très désagréable. C'est souvent plus désagréable d'ailleurs que de rester en colère ou d'être dans la vengeance. La colère et le désir de vengeance sont un bon moyen d'éviter sa souffrance. C'est ça. C'est un mécanisme de défense normal qui se fait à un moment donné, mais qui à un moment donné doit être abandonné aussi. Il faut que notre dépression, notre tristesse, notre souffrance, on doit l'embrasser pleinement. Et au fond du trou, alors ça c'est ma croyance, et je vais vous la livrer, au fond du trou, il y a toujours un message à trouver. C'est-à-dire que le symptôme, il se présente, la souffrance en l'occurrence, se présente pour nous dire quelque chose. Si j'entends le message qui m'a été donné, le symptôme n'a plus rien à faire ici. Si je ne l'entends pas, il se représentera à nouveau. Et chaque fois un petit peu plus fort. Oui. Alors moi j'ai une expression qui ressemble un peu à la vôtre, mais qui était un peu différente et qui parlera peut-être aussi aux auditeurs. Moi je dis toujours, il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir. Oui, tout à fait. C'est un peu la même chose. Oui. Mais si on s'accroche en effet à sa vengeance ou sa souffrance, ce n'est pas ça. C'est pas grave. On ne descend pas jusqu'au bout. Oui, quoi. Si actuellement vous êtes dans un désir de vengeance ou de haine vis-à-vis de l'autre, c'est un passage normal. C'est un passage. Tout à fait. Quand on observe, parce que ça ressemble tellement à un deuil, en fin de compte, c'est un petit peu de ça qu'on parle. Il y a d'abord le déni, ensuite il y a la colère, puis ensuite il y a cette dépression, puis après, effectivement, la résilience, et on peut en sortir grandi. Donc si vous êtes dans la phase de colère, c'est normal. Sachez qu'à un moment donné, vous en sortirez. Sauf si ça fait 5 ans. Exactement. C'est là où on est dans la pathologie. Voilà. C'est là où le symptôme devient pathologique. Quelques mois dans la colère, c'est tout à fait normal. On a été trahi par son partenaire, on est dans la colère, c'est normal. Ou simplement on l'a perdu. Mais on voit par exemple des divorces qui n'en finissent pas, et qui sont avec des vengeances, etc. On voit bien que là on est dans le pathologique. Il y a quelque chose. On est dans le pathologique, c'est-à-dire que, à mon avis, autre chose veut se dire qui ne peut pas se dire. Sans doute un des deux. D'ailleurs, l'histoire du pervers narcissique, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, à mon avis, abrite potentiellement une grande dépression qu'il ne peut pas avoir en face et qu'il fait porter à un autre. Donc, dans les procédures interminables, il y a un des deux conjoints, souvent, qui a envie que ça continue, qui a envie d'être dans la colère pour exprimer quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il ne veut pas voir comme étant une dépression potentielle. En maintenant le lien, même si c'est un lien toxique, quelque part, il s'accroche à quelque chose d'autre que ce qu'il a au fond de lui-même. Oui. Eh bien, on parle avec vous de tout ça sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est en compagnie de Jean-Charles Bouchou aujourd'hui et on va essayer de s'élever ensemble, en faire une belle énergie. Alors si vous êtes dans la souffrance, dans la douleur, si vous avez envie de vous venger, si vous êtes dans la colère, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'abord, ça vous fera du bien d'être écouté et de parler. Et puis peut-être qu'on vous aidera à voir les choses sous un meilleur angle. Bonjour Anne. Oui, bonjour Brigitte Lahaie. Merci de me permettre de m'exprimer à l'antenne. Je vous en prie. Oui. Alors, peut-être je vous raconte une anecdote. Allez-y, oui. Oui. Alors, ça s'est passé le jour de la galette des rois. On rendait visite à mes parents avec mon conjoint, avec une belle galette faite maison. Et c'est vrai qu'il y a un passif avec mon père. J'en voulais pour une chose que je vais pas décrire là, mais c'était tenace. Il a 86 ans, mon père, et mon conjoint en a 53. Et on a pu donc passer un moment avec ma mère, une amie. Ça s'est bien passé pendant 3 quarts d'heure et tout d'un coup mon père est arrivé. Et dès qu'il nous a vus, il s'est littéralement jeté sur mon conjoint Jean-Loup et il lui a sorti mais des choses terribles en criant très fort sans même dire bonjour alors que c'est l'époque de dire bonne année ou des choses gentilles. Et à ce moment, Jean-Louis se retournait contre mon père. Et il a hurlé plus fort que lui. C'était terrible en le poursuivant dans la maison. Alors moi, ça m'a fait un gros choc. Et en même temps, il y a des tas de choses qui me remontaient. Parce que mon père a crié sur nous, ses enfants, ses 4 enfants, 3 filles notamment, ma mère, très fort. Et nous, les 3 sœurs, on se retrouve dans nos vies privées, dans notre parcours de vie, avec des conjoints qui crient tous ou qui sont très autoritaires. Voilà. Alors donc j'ai compris bien sûr que sur moi aussi mon conjoint crie régulièrement et ça me dépasse parce que ça part de broutille et c'est toujours fort dans le volume de sa voix. Et je me demande si on va pouvoir tenir ensemble comme ça alors qu'il est en thérapie. Il a une maman qui a été très très sévère, voire brutale, à outrance avec lui. Il porte ça, donc je sais qu'il y a de la souffrance. Et pour autant, alors c'est là où je me dis mais comment s'élever ensemble, sachant que on s'est rencontrés et on se disait nous sommes des flammes jumelles. Tellement c'était fort cette rencontre. Ça fait pas très longtemps, ça fait moins de 2 ans et on vit ensemble depuis plus d'1 année. Et à vrai dire, je me dis, mais comment se fait-il qu'on puisse œuvrer, mener des groupes, etc., dans un domaine de mieux vivre, et que nous-mêmes, on s'inflige des choses pareilles. Voilà. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il est beaucoup plus colérique depuis que vous vivez ensemble ? C'est-à-dire qu'au début, ça allait. Il y avait des choses qui me surprenaient, bien sûr, mais c'est vraiment depuis ces 3-6 derniers mois que ça oui. devient récurrent, c'est systématique souvent. Et là, je suis inquiète et je ne peux pas accepter de vivre ça, quoi. C'est pas possible. J'ai fait tout un travail. Moi aussi, j'ai fait une thérapie assez soutenue il y a quelques années et je suis vigilante, quoi. Attention, quoi. Et comment vous réagissez quand il se met en colère contre vous ? Pour rien, justement ? Voilà. Alors, au début, j'essaye d'être tranquille, mais j'ai un côté viscéral, c'est clair. Ça, je le reconnais. Ça fait monter quelque chose en vous aussi ? Oui. C'est ça. Et je me mets en colère. Et je me mets en colère très, très fort aussi. Parce que j'ai entendu dans ma famille des hauts cris toute mon enfance, même encore, alors que j'ai 60 ans. J'entends encore ça et ça fait partie de mon environnement, c'est vrai, c'est ordinaire dans les familles. Mais je ne veux pas nourrir. Vous avez intégré que c'est pas parce que c'est fréquent et que vous avez été entouré de gens colériques que c'est supportable. Exactement. Donc ça c'est déjà une bonne chose, Jean-Charles Bouchou, quand soi-même on a reconnu que c'était quelque chose qu'on n'avait pas envie de vivre. Tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut parfois aller au fond du trou pour trouver l'information qui nous intéresse. Et cette information peut être tout simplement, je dis non, stop, j'ai pas envie de vivre ça. C'est intéressant parce que Anne, quand elle fait la description de son conjoint, elle fait la même description de son père. On dirait que ce sont les deux mêmes. On pourrait les confondre à un moment donné dans l'énoncé. Et Jacques Lacan disait, une rencontre sont 2 inconscients qui se rencontrent. C'est-à-dire que je vais chercher ce que j'ai besoin de comprendre. Et c'est dommage, parce que quelquefois je le ramène à la maison, ça devient mon conjoint.
Peut-être que lui a fait de la même chose de son côté. Donc, si j'entends que lui est en thérapie, ça peut être intéressant pour les deux d'entrer en thérapie, éventuellement même de faire une thérapie de couple aussi. Il y a encore une troisième chose, parce qu'il y a 3 individus, quand on regarde bien. Il y a moi, l'autre et nous deux. Est-ce qu'il a compris que quand il est colérique comme ça, c'est le petit garçon qui est en colère contre maman, en gros? Je schématise un peu, mais... Je crois, parce que le lendemain, il va pas me dire pardon, c'est clair que non. Il a une fierté, il a comme une affirmation de lui-même, là, après des années où il n'a pas pu être vraiment lui-même dans un couple, une famille durable. Et il est presque, je dirais, repentant dans son comportement, pas dans ses mots, mais il n'empêche que 3 jours plus tard, ça recommence. C'est ça, c'est-à-dire que le lendemain, d'une manière... par sa façon d'être, il vous dit pardon, mais il ne sait pas le formuler par le langage. Ça peut pas encore sortir par le langage. C'est pas forcément ce que j'attendrais. D'accord. D'accord. Ce que j'attendrais, c'est qu'il pose en thérapie, par exemple, parce que je suis pas sûre qu'il le fasse, ça c'est privé, je vais pas lui demander ce qui se passe, mais qu'il pose vraiment l'événement de notre histoire de couple, de façon à la décortiquer avec son thérapeute. Je trouverais ça juste pour avancer lui. Et moi, de mon côté, je suis allée voir. J'ai fait 2 séances assez soutenues là, pour comprendre si c'était pas moi qui l'énervait, qui cherchait à reproduire aussi des choses de mon milieu familial de base, ouais. Et je crois pas que ça vienne de moi, parce que j'ai enseigné le yoga. Enfin, j'ai vraiment fait une démarche, et je pense que j'ai de la douceur en moi. Je suis ferme, c'est clair. Je suis ferme. Non, mais de toute façon, s'il se met en colère avec d'autres personnes, vous avez la réponse, c'est que c'est pas vous. Après, peut-être que forcément le partenaire avec quelqu'un de colérique a toutes les chances de se retrouver dans cette situation. Et quand il se met en colère, vous ressentez quoi? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez Alors, si c'est le jour, ça va. Je sors tout de suite de la maison pour pas que ça imprègne les lieux. Parce que moi, c'est terrible, ça. Et si c'est le soir, alors souvent ça lui prend le soir à partir de 11h30. Et là, moi, j'ai... C'est le loup-garou. Oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Jean-Loup. Et sa nature de loup ressort très fort. Et moi, j'ai peur. Je le dis pas, je dis rien du tout. Et tout d'un coup, je lui dis, s'il te plaît, on parlera de ça à un autre moment. Et de lui-même, il va s'en aller, il va aller dormir ailleurs. Il sait que ça l'a débordé. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je me dis pas que notre couple, il est en danger à 100%, mais il commence à l'être parce que... Parce que vous n'avez pas envie de continuer à supporter ça. Et c'est très bien. Et c'est peut-être aussi... Vous lui avez dit ça ? Ah oui, j'essaie de lui écrire, de lui dire de plusieurs façons, et on dirait qu'il comprend pas mes mots. Oui. Ça bloque. Alors qu'il est intelligent. C'est un informaticien, il est vraiment très très brillant au niveau de Oui, mais là on parle de l'intelligence de ce cortex, on parle pas de l'intelligence émotionnelle. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, visiblement, il y a encore des choses, il y a encore quelques petites impasses. Anne, restez avec nous, on va donner la parole dans un instant à Jean-Charles Bouchou qui va pouvoir peut-être vous conseiller un petit peu. À tout de suite. – 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. On évoque justement la colère, qui pourrait être une énergie d'éveil. Alors Anne, je crois que votre compagnon en est encore loin pour l'instant. Il est peut-être encore un peu dans le déni. Non, je suis pas sûr ça, parce qu'il fait quand même une thérapie, il cherche à en sortir, donc il y a un désir d'aller de l'avant de sa part. Ça, on peut pas lui retirer. La colère ne devient pas une énergie d'éveil. La colère est déjà une énergie. C'est ce qu'on en fait, en fin de compte. Donc, à la limite, si vous avez beaucoup de colère en vous, ça peut vous aider sur un chemin spirituel. Simplement, comment est-ce que vous allez faire pour utiliser cette énergie et comment est-ce que vous allez faire pour partir? Moi, je vais en revenir à Anne. Je dis toujours la même chose. C'est toujours moi le sujet de l'histoire. Donc, en l'occurrence, le sujet, c'est Anne. Et quand on veut arrondir les angles et qu'on accepte des choses, en fin de compte, ça contribue à pourrir le couple. Parce qu'à un moment donné, il faut dire stop, c'est fini. C'est terminé. Mais on a peur de faire ça. Et c'est seulement à ce moment-là qu'éventuellement les choses peuvent avancer. Bien sûr. Bien sûr. Mais Anne, déjà, en partant
en sortant quand il est en colère le soir, quelque part dit stop. Ça, c'est une bonne attitude. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Mais ça, c'est à elle Voyez, Anne, d'y réfléchir. C'est à vous de voir. Tout ce qui n'est pas supportable, il faut le marquer d'une pierre blanche. Ça n'est pas suffisant pour moi parce que, bien sûr que je l'empêche je reporte le moment où il va le faire de nouveau le soir. Parce que pour moi, c'est vraiment intolérable. C'est vrai que ça met dans une insécurité en étant à la campagne, tout seul. Mais je crois que je me fais un film à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de violence chez lui autrement. Il n'y a jamais de violence physique. Attendez, quelqu'un qui vous crie dessus, c'est de la violence. Oui. Et ça peut parfois être plus terrible parce que je suis pas pour la violence physique évidemment, qu'on se méprenne pas sur mes propos, mais parce que c'est les mots qu'il peut vous dire, ça s'infiltre en vous et ça peut vous empêcher de dormir, ça peut quand même être très. Sûr, hein. C'est sûr que ça a cet effet, et ça me trouble. Du coup, j'arrive plus dans mes journées à organiser mon temps. Alors attendez, il est en train de vous bouffer de l'intérieur. Vous voyez bien que les mots et que la colère verbale, elle est parfois plus insidieuse que la violence, parce que du coup vous la supportez à petit feu, mais à force, ça vous fait du mal. Mais je la supporte pas. Je sens l'escalade qui commence à se préciser, et puis des reproches, des choses, par exemple, j'essaye de communiquer, et il va me renvoyer, c'est toi la fautive, d'office. Voilà. Donc là, ça m'énerve, évidemment. On est surtout dans un comportement légèrement pervers, là. Pour le moins infantile. Voilà, entre les deux, voilà. Mais voyez, Anne, entre le début de votre témoignage, où finalement, c'était un camarade bien sympathique, avec une belle rencontre un peu narcissique, etc., et ce que vous nous êtes en train de nous dire, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de méfaits dans la relation que vous ne le disiez au départ. Donc, c'est important de vous rendre compte que vous subissez, que vous supportez des choses qui a priori ne sont pas supportables pour vous, parce que vous restez dans un climat de peur presque maintenant. Un petit peu. Attendez encore un an et vous serez dans un climat de peur permanent. Non, je ne crois pas vivre ça, non. Alors, c'est toujours pareil, Anne. Je crois que cet homme a en effet besoin de prendre conscience qu'il y a un vrai problème dans votre couple et qu'il est temps que vous trouviez un compromis, une manière de vivre ensemble différente. Je crois qu'il faut vraiment marquer le coup, il me semble, Jean-Charles Bouchon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À un moment donné, vous dites c'est inacceptable, stop. C'est même plus de la discussion, quoi. Je ne veux pas. C'est terminé. C'est terminé, ça s'arrête là. J'ai commencé, je lui ai dit, puisque ça ne va pas, t'as encore, c'est pas réglé, tes affaires familiales, t'as encore un endroit où vivre, prenons du recul, vivons chacun chez soi et choisissons des moments plaisants pour se voir. C'est une solution, oui. Ça pourrait être un intermédiaire, de façon à ce qu'il avance dans son travail personnel. Parce que il me semble il m'envoie par exemple un bouquin qui s'appelle « Changer ». Oui, non, mais ça, c'est-à-dire qu'il fait de vous le problème. Ça, c'est pas juste. Il fait de vous le problème. Tout à l'heure, j'étais prête à vous reprendre en vous disant, vous savez, à un moment donné, vous posez-vous la question pourquoi vous avez eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça. Mais quand j'entends ça, lui, là, on est dans l'identification projective. Effectivement, Brigitte, vous avez raison, c'est un mécanisme pervers. Ça veut pas dire que l'un et l'autre doivent se remettre en question, mais ça veut dire que lui, il veut vous remettre en question sur ses problèmes à lui, si vous préférez. Voilà, il me semble aussi. Non, les mécanismes que vous évoquez, effectivement, Brigitte a raison, ce sont des mécanismes pervers. D'accord. De raison de plus, donc, pour prendre vos distances, Anne. Oui, je crois que c'est le moment. Et quitte à ce qu'il fasse un vrai boulot pendant quelques mois de sa vie, parce qu'on tient vraiment l'un à l'autre, mais on s'aime, c'est pas... ce que je dis, c'est pas une incitation à vous séparer, je me permettrai pas, ça me regarde pas. C'est une incitation, si vraiment ça vous dérange au point que vous nous l'évoquez ici, à dire stop. Stop, c'est-à-dire que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Soit toute seule, soit avec une nouvelle personne, ce sera peut-être lui, mais il faudra qu'il ait radicalement changé. Mais face à ce type de mécanisme-là, on peut pas du tout être dans le compromis ou dans la concession, ça marche pas.
Ça marche pas parce que rapidement, vous êtes déjà un petit peu dans le déni en disant oui, mais s'il a fait ça, mais c'est pas si grave en début d'émission. Puis à la fin, on voit qu'une demi-heure après, c'est quand même beaucoup plus grave qu'on ne le pensait au départ. Donc vous aussi, vous avez intérêt peut-être à faire un petit travail sur vous-même, à sortir du déni et à savoir qu'est-ce que vous voulez et surtout qu'est-ce que vous ne voulez pas. Alors, tout ce que je mets dans la balance, quoi, parce que là, ça commence à pencher du côté. Oui, mais Anne, vous ferez cette petite introspection toute seule, ce soir. Ouais, vous verrez bien qu'entre le moment où vous vous êtes rencontrés et le moment où vous avez vécu ensemble, son comportement a énormément changé. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que si, en effet, vous êtes chacun chez vous, ça sera peut-être gérable. Oui. Mais en tout cas, ça vaut le coup et puis vous peut-être aussi essayez, prenez quelques séances de thérapie, ça vous aidera à voir plus clair aussi dans ce que vous avez accepté et qui n'est pas acceptable pour vous. Un regard extérieur est souvent nécessaire. Merci Anne en tout cas. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que la pulsion de vie? Qu'est-ce que c'est que la pulsion de mort? On en parle beaucoup en psychanalyse et en fait c'est assez difficile à comprendre. En tout cas moi j'ai mis longtemps à le comprendre, je suis même pas certain de l'avoir bien compris encore. Les deux sont nécessaires. La pulsion de vie c'est ce qui nous entraîne vers l'avant, c'est-à-dire ce qui nous entraîne vers la mort en fin de compte, si on y réfléchit bien. Et la pulsion de mort, il me semble que c'est ce qui voudrait nous faire revenir en arrière, c'est-à-dire avant la vie, avant la naissance. Et c'est ça qu'on rencontre souvent dans ces grosses disputes, comme ce qu'on entendait tout à l'heure. L'attitude du compagnon d'Anne, et peut-être même l'attitude d'Anne, est très infantile. Et en fin de compte, ce qu'il aurait proposé, c'est de devenir adulte, c'est peut-être de devenir mortel. Ouais. J'aime bien. Ouais, c'est intéressant. Sortir du narcissisme, c'est peut-être accepter qu'on est mortel. Voilà, je vais le noter. Et oui, et si on était immortel, on ne pourrait pas mettre des enfants au monde. Donc, par exemple, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. – 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou, aujourd'hui psychanalyste. Je précise que vous faites une conférence samedi 25 janvier, c'est donc ce samedi à Paris, justement sur méditation zen et psychanalyse. Vous retrouverez l'adresse évidemment sur notre site sur sudradio.fr. Vous en faites une également à Montpellier le 14 février sur les pervers narcissiques à la Gazette Café, et puis une autre le 19 aussi à Montpellier. 19 mars, la transe guérie. Voilà. On en reparlera évidemment éventuellement avec vous si vous le désirez sur Sud Radio, bien sûr. Sophie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Sophie. Donc vous avez connu des pervers narcissiques, vous? Oui, j'en ai connu. J'en ai connu 4 en tout. Bah dites donc, c'est... Tout à l'heure, je disais à une personne, si le symptôme est compris, c'est-à-dire quand on descend au fond du trou, si on comprend ce qu'on avait à comprendre, le symptôme ne sert plus à rien. Mais si on ne le comprend pas, si on ne trouve pas le message qui devait être délivré, il se représente à nouveau. Vous voyez, vous êtes dans ce qui semble être une compulsion de répétition. Est-ce que vous avez entendu ce que vous aviez à entendre? C'est ça qui va être la question à la fin. Sophie. Oui, complètement. Alors, 4 parce que forcément ils sont princes charmants au début, donc le deuxième me sauve du premier, le troisième me sauve du deuxième, et vous voyez, je vois pas le jour en fait. J'enchaîne ces 4 relations-là. Et effectivement, du coup, le quatrième étant le plus difficile de tous. Là, je vais commencer à aller demander de l'aide extérieure. Et d'ailleurs, ça confirme ce que vous disiez aussi, Jean-Charles Bouchou, c'est que ça se répète, mais de plus en plus fort. Donc, il y a quelque chose à entendre. C'est-à-dire que c'est important de se poser la question. Je serais mal placé pour dire le contraire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les pervers narcissiques. Comprendre comment l'autre fonctionne et comment est-ce qu'il arrive à nous faire du mal pour essayer de nous en protéger. Mais ce qui serait important à un moment donné, c'est de redevenir le sujet de sa propre vie, de se dire mais pourquoi est-ce que je vais me mettre dans ces galères? Qu'est-ce que moi j'ai à comprendre sur moi? Le sujet, Sophie, le sujet de l'histoire, c'est pas le pervers narcissique, le sujet de l'histoire, c'est vous, Sophie. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Alors, est-ce que vous avez compris, justement, oui, qui complètement. vous êtes? Et là, c'est vrai que moi, le témoignage que je veux apporter, c'est celui-ci, parce que pour moi, il est porteur d'espoir. La clé pour moi de tout le travail que j'ai pu faire, c'était vraiment, à un moment donné, de me recentrer sur moi-même. Voilà. Qui je suis, qui j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont mes rêves, qui j'étais quand j'étais petite.
C'est important aussi de soigner, de revenir un petit peu dans cette enfance-là aussi. Il y a des bonnes clés aussi. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai envie moi? Mais vraiment d'arriver à un moment donné à tout recentrer sur soi, quitte à paraître par moments vraiment égocentré. Mais pour le coup, c'est vraiment ça. Et en quoi c'est un problème d'être égocentré, Sophie? En sens, je pense que il faut effectivement, il y a du bon narcissisme, mais il y en a du mauvais. L'idée, c'est que ce soit pas en excès. Oui, mais c'est intéressant. Je conçois bien. Je sais pourquoi Jean-Charles vous a repris sur ça, parce que si on ne s'occupe pas d'abord de soi-même, on croit qu'il faut d'abord s'occuper des autres, et forcément, on va aller chercher des cas sociaux. Oui, à sauver, bien sûr. Et on revient dans le principe de toute puissance de tout à l'heure. Oui, complètement. Et puis, quand on s'aime soi-même, on est prêt à aimer les autres, et surtout quand on s'aime soi-même, quelque part, on se respecte et on peut se suffire. Donc, et on se suffit même d'ailleurs. Donc, alors ça, je dirais pas ça. Vous voyez, Sophie, je dirais pas ça non plus. Il faut faire attention aux mots. Je crois que ce qui est important, c'est de s'aimer et de se respecter, mais se suffire à soi-même. On est des êtres de relation. On peut pas se suffire à soi-même, à part quelques rares exceptions, mais qui sont à mon avis pas tout à fait humaines, qui vont vivre toute leur vie en tant qu'ermites tout en haut d'une montagne. On est des êtres de relation, on a besoin de vivre. D'ailleurs, on le voit bien, les personnes qui se retrouvent très seules sont des personnes qui sont souvent très en souffrance. Oui, je voulais dire dans ce sens-là où moi aujourd'hui j'ai refait ma vie, et comme on en discute souvent, je lui dis, moi je suis à tes côtés, c'est-à-dire que je suis pas derrière pour te pousser si tu ne sais pas avancer, je suis pas devant parce que tu as peur de tomber, je suis à tes côtés. Mais c'est dans ce sens-là que je veux dire, c'est-à-dire que vraiment apprendre à être au départ soi-même un être qui est quand même quelque part comblé. Il faut vraiment à un moment donné aller réparer ces failles-là, quoi. Ça prend peut-être du temps, et plus il y en a, plus ça prend de temps. Alors qu'est-ce que vous avez découvert de vous qui expliquerait que vous êtes tombé 4 fois sur des pervers narcissiques? Déjà, moi j'avais, c'est pour ça que je parlais de l'enfance tout à l'heure, j'avais donc du coup un cercle familial qui était déjà avec des mécanismes très toxiques comme ça. Donc pour moi, je voyais pas le danger, puisque par définition c'était le goût de mon enfance, c'était quelque chose que j'ai toujours connu. J'ai grandi avec ça. Quand on me parlait mal, pour moi c'était normal, parce que c'était une façon de parler. Et c'est au fur et à mesure c'est l'usure en fait, on va dire vraiment psychologique, l'état physique qu'on peut dans lequel on se trouve à un moment donné, cette espèce de signaux de survie qui fait que vous dites là il y a quelque chose quand même qui cloche, quoi. Parce que j'avais vraiment une capacité à absorber tous les insultes, le dénigrement, les injonctions, la culpabilisation et autres. J'avais vraiment une grande capacité à supporter ça, parce que j'ai grandi là-dedans ça, donc je voyais pas ce qui était mauvais. Vous trouviez ça presque normal? Mais complètement. Et qu'est-ce qui vous faisait partir? C'est cette espèce de pulsion de survie. Vous savez, c'est en gros la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'était vraiment à un moment donné, je sais, la nature est bien faite, et le corps à un moment donné, moi je me souviens de cette scène-là où je me suis dit il va me tuer. Il va me tuer. À ce moment-là, du coup, je me laisse plus faire, et à l'inverse, la pulsion, j'ai envie de dire, je parle de pulsion, vraiment, c'est ça. J'ai moi-même limite envie de, je me dis, mais je vais lui bondir dessus pour me défendre, en fait. Et ça, c'est pas moi. Je me suis souvenu de ça. J'étais pas quelqu'un qui faisait du mal. Et donc, Et c'est là où je me suis dit plus jamais ça. Mais je suis parti. Et ça, c'est le dernier, donc. Oui. Vous racontez là. Ça a été le déclic qui vous avez fait prendre conscience que vous vous mettiez en danger et que vous ne vous respectiez pas. Et comme je dis, je suis parti. Alors c'est pas aussi littéral que ça, et c'est pas aussi simple. Il y a plein d'étapes, mais dans le sens où ce déclic-là, en fait, a été une espèce de grosse bulle d'oxygène. Mais la bulle, je vais l'agrandir au fur et à mesure, et je vais en fait reprendre mon souffle, et et au fur et à mesure du travail que je vais entreprendre. Alors ça passe par déjà commencer par moi j'ai fait ça dans un premier temps, c'était déjà m'occuper de moi. Ça paraît bête, mais se laver, se maquiller, voyez, des choses comme ça. Donc j'ai commencé par ça. Si j'ai froid, je prends une couverture, et je reste pas avec le fait que j'ai froid, par exemple, parce que moi j'ai vécu des choses qui étaient assez extrêmes. Mais apprendre à reprendre plaisir à manger.
Oui, à vous écouter, on sent que vous venez de très loin et que ça remonte évidemment à l'enfance, évidemment. Bon, je crois qu'on ne le dira jamais assez, Jean-Charles Bouchoux. Protéger les enfants, ce serait aussi améliorer le monde de demain. Merci Sophie, en tout cas de votre témoignage. Je vous laisse parce que ça va être l'heure des infos. On va continuer évidemment à vous donner la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. De toute façon. Donc je voudrais ne plus souffrir, passer au-dessus, ne plus y penser déjà. Oui, alors pour ne plus souffrir, je crois qu'il faut d'abord rentrer dans la souffrance. Vous êtes en plein dedans, mais vous êtes en même temps dans la souffrance et en même temps dans l'évitement. On l'entend bien, parce qu'on dirait même que c'est le fait votre mari ait eu une aventure vous a permis de ne pas affronter le deuil de la perte de votre maman. Oui. Moi, je crois que vous auriez vraiment intérêt quand même à consulter avec un thérapeute à qui vous allez beaucoup parler. Vous avez besoin de beaucoup parler et traverser cette souffrance. On ne passe pas au-dessus, on la traverse. Pour moi, mes enfants sont passionnés par le voyage du héros. Vous savez, ils aiment beaucoup ça. Et à un moment donné, le héros, il est dans une plaine où il fait très beau, où il fait beau soleil. Et à un moment donné, il rentre dans des plaines marécageuses. Et on sait très bien que s'il veut aller au bout de son histoire, il est obligé de traverser ces zones-là. Et on ne peut pas éviter d'entrer là-dedans. Mais c'est parce qu'on va rentrer dedans qu'on en sortira. Donc là, j'entends beaucoup d'évitement dans tout ce que vous dites. Je crois que vous avez intérêt à rencontrer un bon thérapeute qui prendra le temps de parler avec vous et de vous aiguiller. Et effectivement, oui, vous allez sortir de cette souffrance, à condition de faire ce qu'il y a à faire et d'entendre ce qu'il y a à entendre. Lorsque vous dites thérapeute, c'est un psychanalyste? Eh bien, écoutez, choisissez-vous. Moi, bien évidemment, je suis psychanalyste, donc je suis plus facilement attiré par les psychanalystes, mais vous, ce sera peut-être autre chose. En tout cas, Marion, puisque vous avez appelé aujourd'hui, si vous aimez bien Jean-Charles Bouchoux, vous pouvez déjà commencer une thérapie par téléphone avec lui, si vous n'êtes pas près de sa région, par exemple. Alors oui, si vous rencontrez quelqu'un dans votre région en présentiel, il me semble que c'est toujours mieux quand même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, y compris de l'étranger, et j'accepte de faire un travail par téléphone, oui. D'accord. Très bien. Mais cherchez d'abord autour de vous pour voir si vous pourriez pas trouver un thérapeute compétent. Vous habitez quelle région? J'habite du côté d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, oui, en plus. Il y a beaucoup de monde là-bas. Oui, parce que là, on entend bien que quelque part, vous vous arrangez pour tout tenir. Vous savez, je sens que vous essayez de tout contrôler. Alors c'est vrai que c'est pas mal de contrôler les choses, ça nous évite de tomber justement, comme on parlait tout à l'heure, de toucher le fond ou de tomber dans le trou. Mais en contrôlant tout, vous arrivez à peu près à maîtriser votre souffrance, sauf qu'elle reste là, présente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça. Je trouve que ma souffrance est toujours là, présente. Mais parce que vous avez beaucoup contrôlé, vous l'avez dit, vous avez un fort caractère, mais je crois que c'est bien d'avoir un fort caractère, mais de temps en temps, l'intelligence, c'est aussi de se faire aider et de ne pas croire qu'on peut tout résoudre toute seule par une sorte de contrôle permanent. Et je crois que, oui, la perte de sa maman, c'est la chose la plus douloureuse qui existe pour une femme, pour un homme aussi d'ailleurs, mais c'est peut-être cette souffrance-là qui vous fait peur, parce qu'en effet, vous êtes certainement forte aussi grâce à votre maman. Oui, je suis, mais c'est vrai qu'elle me manque bien sûr, et c'est vrai que je l'ai pleuré, mais pas comme j'aurais souhaité la pleurer davantage. Et bon, je suis entre. Mais vous savez, Marion, je vais faire une transgression. Quand on a envie de pleurer quelqu'un et que c'est très douloureux, on a peur que le barrage casse et que on soit envahi par toutes nos larmes du corps. Et je pense que c'est quelque chose qui fait que vous résistez. Parce que vous avez peur, tellement ça risque en effet d'être douloureux. Et ça, c'est peut-être en vous faisant aider en effet par un thérapeute qui va vous aider, qui va vous tenir et qui va vous permettre de pouvoir nager dans cette souffrance. Et après, il y a l'arc-en-ciel qui arrive, bien sûr. Très bien. Et Brigitte, je pourrais avoir les coordonnées de... On vous les donne hors antenne, bien sûr, Marion. Merci de votre appel, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On retrouve Sébastien maintenant qui vient de nous appeler. Bonjour Sébastien. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour.
Alors, vous êtes avec une, Alors, vous êtes moi, dans je une souhaite- relation un peu violente, c'est ça? Alors, Allez-y. maintenant non, mais je voulais témoigner un grand message d'espoir. En fin de compte, moi, je suis issu d'une famille où ma maman était très dominatrice. J'ai naturellement trouvé ma première épouse qui était aussi très dominatrice. Moi, c'est mon corps qui a dit stop. Je me suis retrouvé hospitalisé une semaine et au moment de sortir, à cause de l'hypertension et au moment de sortir de cette hospitalisation, je ne souhaitais pas rentrer à la maison où il y avait mon épouse avec mes enfants. Et il a fallu que je comprenne pourquoi. Et j'ai fait tout un travail je me suis fait accompagner avec ce que j'appelle ma coach, c'était une psychothérapeute qui m'a, on va dire, remis un peu l'appartement à l'endroit et qui m'a permis de prendre des bonnes décisions pour préparer une séparation dont je n'étais pas capable de l'envisager avant, quoi. Et on parlait tout à l'heure, vous parliez des pervers narcissiques. En face, on a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles peuvent être dominées ou des choses comme ça. Et moi, je témoigne dans ce sens pour vraiment dire aux personnes qui se sentent vraiment dominées ou qui se sentent dans une situation où ils pensent ne pas pouvoir s'en sortir, qu'ils n'hésitent pas à aller se tourner vers des thérapeutes, des coachs, des gens qui peuvent vraiment leur éclairer leur vie et qu'ils puissent trouver un autre chemin de vie que celui dans lequel ils sont, quoi. Ce que dit Sébastien est important, hein, Jean-Charles Bouchou. On voit bien Sébastien, une fois de plus, c'est le corps qui à un moment donné lâche et là il se rend compte qu'il est réellement en danger. Mais pour arriver à s'en sortir, il a besoin de quelqu'un pour qui lui tient la main, hein. Oui, ça nous fait voir encore l'aspect infantile de toute façon de la personne qui nous tient la main. Il serait intéressant de savoir qu'est-ce que Bastien est allé chercher d'abord chez sa compagne, mais aussi chez son coach. C'est un coach ou une coach? Une coach. Intéressant. Donc on reste dans le féminin. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, ouais. Oui. J'ai été incapable de dire moi-même que je voulais la séparation. Et vous l'avez dit au coach? Oui, je l'ai dit au coach. Donc vous avez été capable de le dire quelque part? Tout à fait, tout à fait. Au moins de l'entendre, quoi. Parce que beaucoup de personnes que l'on entend, et on le voit depuis le début de l'émission, sont dans le déni. Vous n'êtes pas dans le déni. Vous dites, franchement, j'y arrive pas. Il a fallu, il a fallu vraiment travailler. C'est un travail de plusieurs mois Bien sûr, pour arriver à un résultat positif. Et aujourd'hui, je suis maintenant le père que j'ai envie d'être pour mes enfants. Je suis le mari que j'ai envie d'être pour ma nouvelle épouse. Et vraiment, voilà, j'invite tous les auditeurs qui vous écoutent et qui sont dans une situation difficile à se tourner vers des personnes qui sont là pour les aider et les aiguiller. C'était vraiment ce message d'espoir que je voulais dire, quoi. Alors justement, aujourd'hui, on essayait de faire l'émission juste sur l'énergie d'éveil. Oui. Vous avez, il me semble que en vous écoutant, on pourrait dire que vous, finalement, cette expérience douloureuse et négative vous a fait grandir. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça m'a fait passer, je pense, d'un stade. Je sais pas si on peut tout dire dans l'émission. Je pense que j'avais une mère castratrice. Et ma première épouse aussi était un peu comme ça et j'en ai profité pour retrouver mes attributs et je suis devenu un homme, je pense. Oui, c'est bien ça. Bon message d'espoir, intéressant. Voilà, tout simplement. Vous êtes devenu un adulte, hein. Exactement, vous avez peut-être rencontré une femme qui ressemblait à maman pour pouvoir faire le deuil. Alors peut-être pas le deuil de maman puisqu'elle est toujours vivante. Oui. Mais le deuil de la vivante, relation ou de la mère idéale, si vous voulez. Moi, je pensais que c'était une femme. Je pensais que c'était ça en fin de compte. Ouais. Voilà, c'est ça. Je pensais que c'était ça. Et donc merci à votre amie, donc à cette personne que vous avez rencontrée, parce qu'elle vous a permis d'en sortir, justement. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. C'est pour ça qu'en psychanalyse on parle de compulsion de répétition. Je vais me remettre dans les mêmes problèmes qu'avant pour pouvoir arriver à les réaliser. Et quand on en sort, plutôt que d'être dans la haine comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut même être dans le merci. Merci de m'avoir permis d'en sortir. Tout à fait. Parce que vous êtes bien à l'abri aujourd'hui, parce que vous êtes avec une personne qui vous aimait, etc. On va pas faire la promo des pervers narcissiques, c'est pas le but. Mais plutôt que de s'en servir comme d'une cible, comme c'est trop souvent le cas à mon goût, c'est le sujet, moi là, ce que je dis toujours, le sujet c'est vous et Sébastien, vous avez devenu le sujet de votre propre vie, peut-être justement grâce à cette personne qu'on pourrait décrire comme étant, sinon perverse, au moins dominatrice. Tout à fait, bien. Tout à fait. Mais aussi parce que Sébastien, à un moment donné, a voulu s'en sortir. Hein, oui, parce qu'il a l'intelligence pour, bien sûr. Moi, ça a été le corps qui a lâché, quoi. Donc voilà.
Oui, mais c'est souvent le corps, comme si il nous fallait réellement nous rendre compte qu'on est en danger pour pouvoir réagir. Exactement. Et c'est là où on revient à ce que disait tout à l'heure Jean-Charles. C'est cette sorte de toute puissance de croire qu'on peut tout supporter, que on est on est des êtres humains vulnérables, et ça veut pas dire fragile, mais vulnérables, quoi. Il faut tout à fait, ouais. Avec des sensibilités différentes, avec un vécu différent qui fait qu'on regarde des fois les situations. Moi, je la regarde maintenant, j'arrive à voir, on va dire, sur 180 degrés, alors qu'avant, je la voyais avec des œillères bien fermées, quoi. Et cette expérience qui a été certes douloureuse, dangereuse même, je suis sûre que ça vous a rendu plus tolérant, plus ouvert au monde. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, c'est vrai que avant, je n'avais pas du tout, on va dire, de relation avec mon corps pour en prendre soin, j'ai compris beaucoup de choses. Être bien en soi, c'est pouvoir être bien aussi pour ses enfants, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Je n'hésite pas à aller voir la réflexologie plantaire pour me faire du bien. Voilà, des choses comme ça. Avant, j'étais totalement fermé, et maintenant, c'est vrai que je m'écoute beaucoup plus. Et en s'écoutant soi-même beaucoup plus, en fin de compte, on fait du bien, donne du plaisir. On fait du bien à tout le monde. On pourrait appeler ça l'égoïsme altruiste, c'est-à-dire quand je prends soin de moi, quand je me fais du bien, je fais du bien au monde qui m'entoure. Exactement. Et si on a du mal à le comprendre, on peut inverser. Si moi, par exemple, mes enfants me disent, écoute, je vais bien, quel soulagement, quoi. Quel soulagement pour moi. Ou si ma compagne me dit qu'elle est heureuse, j'en suis ravi pour elle. C'est aussi simple que ça. Et ça me fait du bien. Non, donc votre bonheur fait du bien au monde qui vous entoure. Non, c'est pas aussi simple que ça, Sébastien. En tout cas, c'est devenu simple. Oui, mais maintenant, pour vous. Et je vous remercie vraiment beaucoup de votre témoignage, parce que c'était vraiment le but de cette émission. On a un petit peu eu du mal depuis le début, mais vous en êtes l'exemple type. Et si tout le monde, comme vous, à un moment donné, devenait adulte, le monde serait formidable si on n'avait que des Sébastien autour de nous. Et on peut, quoi qu'on ait traversé, devenir ce que vous êtes devenu, donc bravo. Tout à fait. Merci. Merci à votre émission. Et merci à votre témoignage. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. – 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, on essaye de vous aider à être adulte malgré vos souffrances. Et je rappelle que vous faites une conférence méditation zen et psychanalyse samedi à Paris au Dojo Zen. Didier est avec nous pour conclure. Bonjour Didier, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Bouchou. Oui, bonjour. Rapidement, pour vous expliquer en fait ma situation, parce que je suis toujours dans la colère et dans l'envie de me venger. En fait, c'est très simple. J'ai appris en 2014 secret de famille, c'est-à-dire que moi je suis né en Guadeloupe et quand j'étais petit, à moins de 3 ans d'âge, j'étais victime d'un pédophile et ma famille me l'avait toujours caché. Grâce à Brigitte d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, j'ai rencontré Violaine Guérin et son association contre les violences sexuelles. J'ai fait une thérapie avec cette association-là par l'escrime, qui m'a permis. Ouais, ça m'a permis très rapidement de mettre fin à mes cauchemars, parce que depuis que je suis petit, en fait, j'ai quasiment toujours fait des cauchemars dans la vie. Et en fait, ça m'a permis de mettre fin à mes cauchemars. Ça m'a permis de pouvoir un petit peu organiser ma vie, mais je suis toujours en échec professionnel. J'ai pas encore réussi, malgré que j'ai fait une formation, j'ai pas encore réussi à trouver un travail, enfin une profession, une carrière pérenne. Et je suis toujours dans la vengeance de me dire que voilà, je comprends pas pourquoi ma famille me l'a caché, d'autant plus que je trouve que ça a engendré dans ma fratrie des comportements très bizarres, c'est-à-dire que j'ai je suis plus du tout en contact avec eux depuis 5 ans, bien évidemment, mais j'ai un de mes frères qui est plutôt un psychorigide, et donc qui va imposer à chaque fois, enfin qui pense qu'il a toujours raison et qui va imposer ses volontés aux autres, et j'ai un autre frère qui lui est plutôt pervers narcissique. Vous êtes le seul dans la fratrie à avoir été violé ? Oui. Enfin, que je sache, oui. Oui, d'accord, oui. Et donc vous étiez vraiment très très jeune, et donc on a caché ça parce que c'était un peu la honte de la famille, on est bien d'accord. Oui.
Et vous, ce qui vous met... Alors, vous dites que vous êtes dans la vengeance et dans la colère, mais vous avez envie de vous venger de qui ? De tous. En fait, comme je sais pas quelle est la personne qui a fait ça, moi j'ai plus une idée de vengeance surtout au niveau de ma fratrie. Parce que ma mère, ma génitrice, parce que c'est pas une mère pour moi, depuis 5 ans je la contacte, je parle pas, elle a 80 ans cette année, elle est en fin de vie, qu'elle se débrouille sans moi, tout simplement. Ça c'est quelque part ma manière de me venger. Mais le reste de ma fratrie, D'accord. J'oscille entre refaire ma vie et réussir à refaire ma vie et l'idée de me venger. Bien sûr. Alors, moi, j'ai l'impression, en fait, Didier, ce que signifie votre vengeance, vous en voulez à des gens qui n'ont pas su vous protéger et qui n'ont pas su vous aider quand vous étiez enfant, au moment où ça aurait été plus facile de grandir. Et bon, c'est bien qu'en 2014, vous ayez fait ce travail avec Violaine Guérin, mais c'est ça, hein, vous en voulez à ceux qui ne vous ont pas protégé, qui ne vous ont pas aidé au moment où il fallait vous aider. Oui, puis il y a ça, et il y a le fait surtout que le fait de me l'avoir caché, je pense que ça a réellement que j'ai un de mes frères qui est pervers narcissique, c'est pas un mot que je lâche comme ça, hein, c'est que je pense réellement qu'il a œuvré pour pouvoir me pourrir la vie. Ma vie sociale est foutue en l'air, par exemple. Pour vous donner un exemple, tous les amis d'enfance que j'avais conservés, les personnes que j'avais rencontrées pendant mes études, dans mes premiers boulots, quoi que j'ai tout perdu, quoi. Je veux dire, j'ai éteint mon téléphone, j'ai changé de téléphone, j'ai plus de contact avec aucun, et il est très difficile pour moi de faire confiance à qui que ce soit. J'ai vraiment du mal. Vous avez quel âge aujourd'hui, Didier ? 48 ans. 48 ans, d'accord. Donc vous n'avez plus confiance en personne, en fait, en quelque sorte. J'ai du mal à avoir bien confiance. sûr. J'ai du mal à avoir confiance, et en dehors de ça, j'ai plus de relation non plus. J'ai oublié de préciser un truc. Avant de savoir tout ça, j'étais libertin, donc j'avais réellement beaucoup de relations avec beaucoup de femmes. Mais maintenant, ça fait 5 ans que j'ai pas touché une femme. Parce que, justement, j'ai plus confiance. Mais en quoi vous devriez avoir confiance pour avoir, enfin je veux dire, en club libertin, on fait l'amour avec une femme, c'est pas une question de confiance, c'est une question de plaisir. Ça voudrait dire que pour l'instant, vous n'avez plus confiance en vous-même, il me semble. Je pense que vous avez raison en disant ça, et puis j'ai mis du temps aussi, j'ai mis bien 3-4 ans à avoir envie de quelqu'un. Ça fait depuis très peu de temps que j'ai encore envie d'avoir des relations sexuelles, alors qu'avant j'en avais pas. Alors moi je dirais une chose, je ne sais pas si ça va vous parler, Didier, et peut-être que Jean-Charles Bouchou le dira autrement. Je crois que pour l'instant, vous êtes en vengeance contre vous-même. C'est-à-dire que il faut que vous vous remettiez au monde, en quelque sorte. Vous étiez jusqu'en 2014, vous étiez construit une image de Didier. Tout s'est écroulé. Alors, vous avez déjà fait certainement un très bon travail, parce que je connais le travail de Violaine Guérin et j'ai pas de doute, mais c'est pas fini. Je crois qu'il faut que vous retrouviez le plaisir d'être un homme, le plaisir d'être avec une femme. Vous voyez, tout n'est pas fini. Et je pense que d'être en vengeance comme ça sur votre famille, etc., c'est aussi une manière d'être un peu dans le déni de vous-même et de vous reconstruire réellement. Oui, vouloir se venger, c'est vouloir dégager une énergie qui est à l'intérieur, qui est une énergie de colère, et qu'on comprend bien. Et c'est aussi, à un moment donné, vouloir se déculpabiliser, parce que, étonnamment, même si vous n'êtes évidemment pour rien dans ce qui vous est arrivé, souvent les enfants, tout le temps même, les enfants ont un sentiment de culpabilité. Et donc vouloir se venger, c'est désigner un autre comme étant le responsable, et dégager sur lui, c'est l'énergie qui est à l'intérieur. Moi, je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec Brigitte Lahaie, à un moment donné, refaire encore un petit travail. Pourquoi ? Simplement pour vous déculpabiliser, comprendre que vous n'y êtes pour rien. Et puis, effectivement, cette énergie, vous pouvez la mettre au service de votre création de vie, de ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, parce que c'est un petit peu dommage quand même de rester coincé comme vous l'êtes, parce que vous êtes à nouveau victime, et maintenant vous êtes une victime de cette énergie qui vous habite. D'accord. Parce que vous avez été un homme qui a su prendre du plaisir, qui a su. Vous voyez, donc ça c'est en vous, c'est quand même une partie de vous, et cette partie de vous, vous la reniez aujourd'hui tellement vous n'arrivez pas à accepter que vous avez été violenté et que vous avez
que vous êtes dans une famille qui est toxique, certainement. Hein, mais on comprend, hein, bien sûr, votre colère. Mais à un moment donné, il faut toucher le fond, quoi, et repartir. Et vous avez tout pour repartir, puisque vous avez su jusqu'en 2014 vivre avec ça, pas si mal. Oui, mais j'ai mis du temps déjà à avoir des désirs sexuels, je vous avouerai que ça m'a pris beaucoup de temps. C'est en vous écoutant notamment que j'ai réussi à passer ce cap-là. Maintenant j'ai des désirs sexuels, mais j'ai surtout envie de d'avoir une véritable relation. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte en 2014, quand mon monde s'est effondré, que tout le monde qui tournait autour de moi était faux. Bien sûr, en fait, j'ai envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui est vrai, mais en multipliant, Didier, on connaît ça par cœur, hein, en multipliant les relations sexuelles dans le club libertin, vous banalisiez la sexualité. Et c'est une manière inconsciente de dire ce que j'ai subi, alors que je ne voulais pas le subir, ça n'a pas d'importance puisque je peux vivre des tas de choses sexuelles sans que ça me touche. Vous voyez ? Donc, et pourquoi pas ? Et ça vous a certainement sauvé pendant longtemps. Alors après, peut-être qu'il faut réaccepter de retrouver des corps de femmes jusqu'à ce que vous soyez à nouveau à l'aise, et à ce moment-là, la belle rencontre arrivera. Mais si vous attendez la belle rencontre pour vous retrouver, vous risquez d'attendre longtemps. Il y a le purgatoire maintenant, hein, avant le paradis. Vous comprenez ? Donc je pense qu'il faut vous remettre dans la vie. C'est ce qui va vous aider à retrouver votre énergie qui, pour l'instant, en effet, se retourne un peu contre vous. Hein. On pourrait dire ça, Jean-Charles. Je suis tout à fait d'accord avec vous, complètement. C'est à un moment donné, il ne s'agit pas d'effacer l'énergie qui nous habite. Hein. Il s'agit de lui donner une nouvelle direction. Et pour pouvoir lui donner une nouvelle direction, vous avez tout un protocole à faire, qui est un travail sur soi, c'est-à-dire renoncement à la vengeance. Parce que les faits sont établis, déjà ils ont été dits, et puis surtout que vous avez besoin de cette énergie pour pouvoir construire ce que vous avez envie de construire. Et à un moment donné, si vous avez été victime d'autres à une époque, aujourd'hui vous êtes victime de vous-même. Donc ouvrir les yeux et changer simplement la direction de votre regard. Merci en tout cas Didier de votre confiance. Merci à tous, merci à vous Jean-Charles Bouchou. Je rappelle ce livre qui va certainement intéresser beaucoup de nos auditeurs, Les pervers narcissiques, qui est ressorti je crois aux éditions Erol, mais surtout aujourd'hui on voulait parler de transformer souffrance et colère en énergie d'éveil, qui est paru aux éditions d'Hervé. Je crois qu'on en a quand même pas mal parlé. Oui, c'est vrai. Et puis tout de suite je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. On sera demain avec Jean-Benoît Dumontex. On va parler de culpabilité et de honte. Voilà. 14h, 16h, Brigitte Lahaye.